Et c'est parti pour les reviews du mois de mai. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue pour ces critiques de films du mois de mai. On va parler de films que j'ai vus au ciné, que j'ai vus à la maison, ça dépend encore toujours. Bref, commençons tout de suite avec The Dead Don't Die. J'ai vu The Dead Don't Die le lendemain de sa projection au Festival de Cannes parce que justement à l'ouverture il avait été projeté, puis après moi j'ai pas pu le voir à l'ouverture mais j'ai pu le voir le lendemain. Déjà mon rapport avec Jim Jarmusch est un peu étrange, j'ai jamais vu un de ses films en entier je crois, puisque j'ai vu une partie de Only Lovers Left Alive et j'ai vu Deadman mais je me suis endormi à la fin. J'aime pas dire ça mais c'est vrai, je me suis endormi à la fin. Et du coup Jim Jarmusch, je sais pas trop comment l'aborder, je sais pas trop vraiment si j'aime ou pas ce qu'il fait. The Dead Don't Die, c'est compliqué. C'est compliqué parce que The Dead Don't Die, c'est un film marrant, on passe un bon moment, il y a vraiment des scènes qui fonctionnent, un gros comique de répétition à un moment qui vraiment, je trouve, fonctionne. Mais il n'y a pas grand-chose derrière, il n'y a pas grand-chose à palper, il n'y a pas grand-chose qui nous touche vraiment, qui fait qu'on se dit « Ah putain, quel film !» Donc The Dead Don't Die, moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est un casting de luxe, c'est des gens qu'on aime voir, c'est un brisage du quatrième mur qui est très amusant, on s'amuse énormément, il y a vraiment des moments très comiques et très sympas, mais il y a aussi des moments très noirs, très sombres, et qui du coup sont pas excellents. Au niveau du scénario, c'est un petit peu foufou, et c'est même fait pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que je dis que le seul aspect du film c'est qu'on n'en sort pas en mode c'était nul, mais au contraire on a passé un bon moment mais juste un petit peu rigolo. Du coup ce film, je pense que au premier abord je ne vais pas le conseiller à quelqu'un, je vais plutôt conseiller un Shaun of the Dead qui est vraiment plus rigolo, je vais conseiller plutôt je sais pas moi un Zombieland même si le film est pas ouf. Voilà, The Dead Don't Die il est pas accessible, un peu drôle mais pas trop, la morale de fin, ouais c'est bon, on aurait pu s'en passer. Et puis c'est nawak, il faut quand même le dire, c'est assez nawak, c'est fait pour... Mais disons que ce que j'ai vu d'autre de Jim Jarmusch, ça lui ressemble pas beaucoup ça. Bref, ce film je lui ai mis un 7 parce que il mérite pas une mauvaise note, il mérite juste une note en mode ouais c'était bien. C'était bien, mais voilà, c'est un petit délire entre potes, mais voilà, ça amène pas grand chose d'autre. Le film suivant que j'ai vu, c'est encore un film au cinéma, c'est Pokémon Détective Pikachu. Oui, j'allais pas passer à côté, forcément. Tout le monde était en mode « Ah, c'est génial, c'est the film qu'on attendait, Pokémon, c'est le genre de truc qu'on attendait, etc. » Alors moi, je vais dire d'abord ce que je pense en bien du film. L'univers est posé d'une manière ultra cohérente qui fait qu'on y croit, et ça c'est vraiment cool, parce qu'il y a un respect total du matériel d'origine, il y a un respect vraiment des Pokémon, il y a un respect des fans, il y a un respect, voilà, au moins on se moque pas des gens qui jouent à Pokémon, et ça c'est excellent. Les Pokémon en eux-mêmes sont très bien modélisés, on y croit, c'est un aspect réaliste qui fonctionne vraiment, enfin ça je dirais que ça dépend les Pokémon, mais pour la majorité ça fonctionne vraiment très bien. Quand on voit les premiers Caninos, quand on voit aussi les Bulbizarre, quand on voit aussi Pikachu ou même Psycho Quack, ça fonctionne, même si Psycho Quack fait peut-être un peu peur. Bref, Pokémon Détective Pikachu, à ce niveau-là, ça fonctionne, et puis il y a l'histoire. Il y a l'acting, et je pense que les gens étaient tellement contents de voir un film Pokémon respectueux de l'univers qu'ils en ont oublié les défauts. Parce que il faut pas se leurrer, le film est sympathique, le film on en sort plutôt content, le film on se dit ah bon c'était un bon moment passé, même si il y a ces petits défauts. Mais il faut quand même s'avouer, il y a des défauts. Il y a des défauts scénaristiques, ça se voit à des kilomètres ce qui va se passer dans le film. Il y a un moment où je me suis dit mais pourquoi tu penses ça Pikachu, alors que pour moi c'est logique ce qui se passe en fait, mais ça je vais pas spoiler, mais voilà, il y a un moment je me suis dit pourquoi tu penses ça alors que moi je pense ça, enfin c'est logique. Il y a toute une étape avec des Torterra gigantesques etc qu'on a vu un petit peu dans la bande-annonce
qui apparaît, donc tu fais waouh, trop bien, trop classe, et puis après elle disparaît et c'est tout, genre vraiment, ça s'arrête net. Et il y a des scènes clichés qu'on n'a pas envie de voir, du genre oh non, laisse-moi mourir, je vais mourir, non, ne meurs pas mon ami, enfin vraiment, c'est le genre de truc qu'on ne veut plus voir, vraiment. Et puis au niveau de l'acting, autant le personnage principal s'en sort et s'en sort pas, donc c'est vrai que ça dépend, mais par contre l'actrice féminine, je sais pas dans quoi d'autre elle a joué, mais elle était vraiment pas convaincante, elle est très cliché du début à la fin. Heureusement, il n'y a pas de baiser final, Dieu merci. Et oui, ça c'est un spoil, mais franchement, vous ne le voulez pas, ce baiser final, donc vraiment... C'est horrible, s'il y avait été, ça aurait été horrible. Bref, Pokémon Détective Pikachu, c'est des effets visuels de ouf, c'est un univers cohérent, c'est de la comédie qui fonctionne pas, ça dépend des fois, vraiment, il y a des vannes qui marchent très très bien, et d'autres, voilà, ça tombe à l'eau parce que c'est un petit peu pas très fin, quoi. Ce film, je lui ai mis aussi un 7, parce que on en sort plutôt heureux, mais il y a vraiment beaucoup de faiblesses scénaristiques, il y a beaucoup de passages où on se dit bah allez, on fait un film très très simple au niveau de l'histoire, et du coup ça en fait un film cool, mais c'est tout, il est cool. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de se leurrer par rapport à ce film, il est pas excellent, il y a quand même pas mal de défauts, il faut se l'avouer. Même si il est bien, il est très bien. Après, si vous n'êtes pas familier à l'univers Pokémon, ça j'avoue que ça peut vous poser problème. Oh, petit truc en plus, le voir en VF, il y a des défauts, dans le sens que certains personnages sont voilà, plus ou moins bien interprétés, mais quand même, c'est important de le voir en VF parce que quand on entend Psyduck en anglais, bah on est moins attaché, on est moins touché par ces personnages. Au lieu de Psychoquack, on entend Psyduck, c'est pas terrible. Donc j'aurais plutôt tendance à conseiller la VF, ne serait-ce que pour l'attache émotionnelle et nostalgique. Le film que j'ai vu juste après, je l'ai vu juste avant de m'endormir à 23h parce que j'avais pas envie de me coucher. Et ce film-là, c'est un film que je n'avais jamais vu. Parce que, tout simplement, ce film-là, c'est Le Dîner de Cons. Et franchement, 1h20, film comique, une comédie plutôt en huis clos, on peut presque dire en huis clos. Et franchement, ouais, c'est très drôle. Je suis assez frileux avec les comédies françaises, et c'est vrai que là, ça a fonctionné. Les blagues fonctionnent, et puis il y a des références forcément que tout le monde me dit à chaque fois que j'ai pu enfin avoir, même si je l'ai répété en permanence, ne serait-ce que juste le blanc. Les personnages sont divinement bien interprétés, c'est drôle, c'est un comique de répétition parfois qui fonctionne, c'est un comique absurde aussi, et le comique absurde, moi j'aime beaucoup. Et puis la trame narrative est sympathique. Après c'est un peu con parce qu'au final, le personnage fait des conneries, puis il répare ses conneries, donc au final tu te dis, tout ce qui s'est passé c'est quand même à cause de lui. Donc même s'il les répare, c'est quand même à cause de lui. Et ce final que je trouve vraiment réussi, ce final qui est touchant, qui fonctionne avec un acteur qui me manque, vraiment cet acteur qui joue le con justement, je me souviens jamais de son nom, j'ai un peu honte à ce niveau-là, mais voilà cet acteur qui a vraiment une aura, qui est vraiment fort, qui est vraiment... Qui fait qu'on s'attache vraiment à lui, même si il provoque toutes les conneries dans le film. J'en parle avec le sourire parce que vraiment j'ai passé un très bon moment. Pour moi c'est une bonne comédie, pour moi c'est vraiment une comédie cool, et puis si vous avez qu'1h20 à perdre, ce n'est qu'1h20, donc c'est vraiment pas long et plaisant. Donc moi je vous conseille sincèrement de le voir, je lui ai mis un 8. Et voilà, voyez-le, il est très cool. Film suivant, c'est le film Kurosawa du mois, à savoir Vivre dans la peur. Bon, je vous avoue que ce film-là a été une attache un peu moins forte, même s'il y a des choses très intéressantes, et c'est pour ça que je lui ai mis quand même un 7, je mets la note maintenant. Vivre dans la peur, c'est l'histoire de personnes qui s'occupent des relations, enfin plutôt qui va juger les problèmes familiaux. Et il y a un problème familial qui va être un petit peu compliqué à gérer, puisqu'il s'agit d'un père qui veut emmener toute sa famille au Brésil parce qu'il a peur de la menace atomique. C'est un film qui est sorti vraiment dans une période
où la menace de la bombe nucléaire était encore présente avec la Russie et les États-Unis qui commençaient un peu à se friter, la guerre froide, etc. Vous connaissez. Et du coup, il y avait quelques personnes qui étaient apeurées au Japon par ça, sauf que lui, c'est vraiment à l'extrême. Il se dit, ouais, il n'y a qu'au Brésil que c'est tranquille, alors que en réalité, forcément, il n'y a pas un seul endroit où on est tranquille au niveau de la bombe atomique. Le film nous montre bien la folie du personnage, nous montre à quel point il en a tellement peur qu'il en devient fou, qu'il ferait n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, pour essayer d'atteindre ses fins, etc. Il achète un terrain, puis finalement il le revend, puis il a une entreprise à lui, mais ses fils, ses enfants ne veulent pas la quitter, cette entreprise, parce que c'est leur vie, c'est chez eux c'est le Japon, c'est chez eux, quoi. C'est un film peut-être un peu plus dur à voir de Kurosawa, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de scènes vraiment marquantes, de scènes un peu spectaculaires, extraordinaires, comme dans certains Kurosawa, même si la performance de Toshiro Mifune est vraiment exceptionnelle. Il joue un vieillard de 70 ans alors qu'il a à peine 30 ans, et en vrai il le joue vachement bien, il a la gueule du personnage, Toshiro Mifune c'est vraiment un acteur incroyable au niveau de son faciès, quoi, c'est incroyable. Et puis il n'y avait pas toutes les prothèses à l'époque, donc on faisait vraiment comme on pouvait. Le noir et blanc, je pense, accentue un peu tout ça, le noir et blanc fonctionne et permet aussi ce genre de choses. Donc vraiment, ce film-là, je vais pas le conseiller aux gens qui ne sont pas familiers avec l'univers de Kurosawa, mais je le conseillerais quand même à des cinéphiles parce qu'il y a des aspects quand même vachement intéressants, de l'acting et de la mise en scène cool, et comme d'habitude dans les scènes de foule, Kurosawa est un génie. Bref, ce film-là, je vous le conseille pour les gens qui sont intéressés. Après, pour tout le monde, c'est vrai que c'est peut-être pas les films les plus simples à voir de Kurosawa. Il me reste 2 films à chroniquer, le premier étant Thirst, Ceci est mon sang, le dernier film de Park Chan-wook que je n'avais pas vu. Bon, j'avoue, je mens un peu, je n'ai pas vu évidemment ces 2 premiers films que sont Moon is the Sun Dream, un truc comme ça, et l'autre dont j'ai oublié le nom. Mais c'est des films introuvables, donc du coup je commence un peu à perdre patience, et du coup je ne vois que ces films qui sont trouvables chez nous, notamment Thirst. Alors Thirst, c'est un film auquel je n'ai pas mis une note très haute parce que j'ai trouvé le film excellent sur beaucoup de points, mais c'est un thème qui complètement ne m'accroche pas et je suis complètement froid avec ce thème. Ce thème-là, c'est celui des vampires. J'ai vu pas mal de films de vampires, et notamment des films de vampires qu'on considère excellents, comme Morse, comme Only Lovers Left Alive, des films comme ça qui changent un peu des films de vampires habituels. Le Dracula de Coppola aussi, je l'avais vu. Et c'est des films qui ne m'accrochent pas parce que c'est vraiment un univers qui ne me plaît pas, en tout cas au cinéma. Bon là vous le voyez pas, mais normalement j'ai des mangas avec des vampires, il y en a 2, il y a 2 séries que j'adore qui sont avec des vampires, et voilà, ça me gêne pas. Mais c'est pas pareil. Ici, Thirst, c'est quand même l'histoire d'un prêtre qui se fait injecter un sérum pour tester une maladie potentielle, pour être testeur de cette maladie. Et finalement, il ne va pas mourir de cette maladie, mais il a des cellules vampires en lui, et du coup, le seul moyen de résister à cette maladie, c'est d'être vampire et donc de boire du sang, etc., de voler du sang un peu partout. Et le film a une très belle évolution, c'est une histoire d'amour aussi qui, je trouve, fonctionne, qui, je trouve, n'a pas justement tous les stéréotypes qu'on voit dans beaucoup de films d'amour, tous les films avec des grosses relations comme ça. Et du coup, ce film-là est quand même assez intéressant. Il y a une photo, par contre, qui est magnifique. J'ai rarement vu des images aussi belles au cinéma. Si, dans plein d'autres films, mais voilà, en tout cas dans ce film il y a de très belles images. C'est un film un petit peu violent, il y a toute une scène où c'est entièrement blanc et où on voit beaucoup de sang, donc il y a un gros contraste entre le blanc et le rouge qui fonctionne de ouf, et vraiment ce film-là m'a plu, mais ne m'a pas vraiment plu. Le seul point qui m'éloigne du film, c'est l'aspect vampire, c'est l'histoire en elle-même qui m'éloigne un petit peu, et puis c'est pour moi pas très accessible, ou en tout cas un petit peu repoussant de ma part. J'aime peut-être pas trop le principe du vampire qui boit du sang, etc. Je ne sais pas, pourtant je suis pas ultra sensible, mais voilà, ce genre de choses ne sont pas ma tasse de thé. Du coup, ce dernier film de Park Chan-wook ne mérite de mon côté qu'un 7,
Et du coup, dommage pour celui-ci, mais au moins, il y a quand même 3 des films de Park Chan-wook qui ont un 10. C'est pas si mal. Pour rappel, ceux auxquels j'ai mis un 10, c'est Old Boy, Mademoiselle et JSA, qui sont des films devant lesquels je suis scotché, et je suis complètement à fond dedans. Donc voyez des films de Park Chan-wook, ça reste intéressant, mais Je suis un cyborg et Thirst sont vraiment des films un peu plus durs à voir. Avec Sympathy for Mr. Vengeance, mais c'est plus le fait que ce soit très violent qui fait qu'il est dur à voir. Un peu comme J'ai rencontré le diable il y a pas si longtemps que j'avais vu. Bref, Thirst reste intéressant. En vrai, si j'avais aimé les histoires de vampires, peut-être qu'il aurait eu 8. Mais il a que 7. Désolé. Et on arrive au dernier film de cette vidéo. Et ce qui est chiant, c'est que il ne faut pas en parler. C'est un peu compliqué. Ce film-là, je vous le donne en mille, c'est Parasite. Et vous devez aller le voir. Vraiment. C'est le dernier film de Bong Joon-ho, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, que c'est une Palme d'Or méritée, même si je n'ai pas vu les autres films qu'il y avait lors de cette compétition officielle, à part The Dead Don't Die, mais bon voilà, vous avez vu que au niveau de mon avis, The Dead Don't Die ne méritait pas grand chose, mais c'est juste que franchement, c'est quand même bien Parasite, hein, putain. Parasite, je ne ferai aucun synopsis, aucun résumé de l'histoire, parce que c'est typiquement le genre de film qu'il faut voir sans rien savoir ou quasiment rien. La bande-annonce l'a très bien fait à ce niveau-là, et ça c'est cool. Ça donne le postulat de base, la bande-annonce. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Bong Joon-ho a enfin réussi à me tétaniser devant plusieurs scènes. Vraiment. Et ça, c'est fou. Là, honnêtement, en général, je dis Bong Joon-ho a réussi à me faire ce que j'attends dans des Park Chan-wook. Des scènes qui sont tellement puissantes, tellement folles, que je suis comme ça devant mon écran, complètement bouche bée, complètement tétanisé, voilà, c'est vraiment le mot. Et évidemment, je ne peux pas dire pourquoi, je ne dirai pas pourquoi, je n'ai même pas envie de mettre de zone spoiler, parce que vraiment, ce film, il faut que vous le voyez. Il faut le voir pour comprendre pourquoi ce film a eu une Palme d'Or. Ce film a eu une Palme d'Or parce que, déjà, rien qu'au niveau de sa réa, c'est merveilleux. Au niveau de ses acteurs, c'est merveilleux. Il y a Song Kang-ho. J'ai l'impression que cet acteur peut jouer n'importe quoi. Dans JSA, il joue un personnage hyper froid, hyper dur. Dans Parasite, il joue un père un peu drôle, mais un petit peu dur quand même dans sa vie. Et dans Thirst, il joue un personnage complètement perdu, complètement désemparé. Et dans Memories of Murder, il joue un policier complètement taré, complètement fou. Vraiment, cet acteur est excellent. Enfin, cet acteur est fou. Il est vraiment un des acteurs les plus importants de sa génération, je pense, au niveau sud-coréen en tout cas. Si vous avez vu quelques images, vous avez vu forcément que ça se passe essentiellement dans une maison, et cette maison est tellement bien filmée que tu connais par cœur les plans de la maison, c'est assez particulier, enfin c'est vraiment génial, et surtout c'est des plans merveilleux, c'est des plans d'architecture qui sont très beau. Après, la maison fait aussi que c'est très beau, mais voilà, ça accentue encore plus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sans spoiler ? Qu'il y a des scènes qui vous choquent. Il y a des scènes qui vous choquent, mais en bien ou en mal, comme vous voulez, mais c'est des scènes où vous êtes complètement scotché à votre siège. C'est un film qui marque, c'est un film qui peut toucher, qui peut blesser. Enfin, c'est vraiment un film fort, puissant, émouvant. Vous devez voir ce film, et je lui ai mis cette note-là. Oui, la note maximale, parce que Bong Joon-ho a réussi à me faire vraiment scotcher à ma chaise, ce que j'attendais vraiment de Memories of Murder, et finalement ce n'était pas le cas. Memories of Murder est très bien, hein, vraiment il est très bien, mais il n'est pas à hauteur de Parasite. Pour moi, Parasite, c'est son chef-d'œuvre. Pour moi, Parasite, c'est le JSA de Bong Joon-ho. Je traduis ça dans le sens que c'est le film de Bong Joon-ho où il arrive à faire autant d'empathie à autant de personnages en même temps. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort, et c'est quelque chose que j'ai l'impression que je ne peux pas avoir dans les films américains. C'est pour ça que j'adore le cinéma sud-coréen, c'est parce que j'ai l'impression de juste ne pas voir ce genre de choses dans le cinéma américain. J'ai l'impression que c'est pas possible. Bref, j'exagère peut-être un peu, mais voici un 10. Voici un film que vous devez voir. Courez au cinéma, il sort aujourd'hui. Allez-y. Voilà, c'est tout pour ces films du mois de mai. J'ai vu pas mal de films ce mois de mai, et je vais essayer d'en voir autant ce mois de juin. Je vais essentiellement voir du cinéma d'animation japonais ce mois de juin. Et encore une fois, croisons les doigts pour que Tenkinoko arrive dans pas trop longtemps, du moins j'espère avant 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos critiques, il y en a une par mois.
Et moi du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis moi bah, je vous dis salut.